Love Me Tender. Merci à ceux qui sont là depuis un petit moment et qui ont patienté dans la salle jusqu'à ce que ce soit bien complet. C'est merveilleux d'avoir des salles remplies comme ça pour les avant-premières, particulièrement quand c'est en présence des équipes de films. Je suis très heureuse que vous soyez avec nous cet après-midi pour découvrir ce film qui a été présenté cette année pour la première fois dans la sélection Un certain regard au Festival de Cannes et qui est à titre personnel un de mes vrais coups de cœur cinéma de l'année. Ce film, donc Love Me Tender, il est librement inspiré du roman de Constance Debré du même titre. Et c'est un film qui dresse le portrait vibrant d'une mère qui est en lutte, qui est incarnée par Vicky Krieps, qui est merveilleuse, vous allez le voir, et dont la vie bascule lorsque son mari décide de lui retirer la garde de son enfant après avoir appris qu'elle avait des relations avec des femmes. C'est le tout début du film, donc je ne gâche rien. Promis. Love Me Tender, c'est un film qui interroge la parentalité, qui interroge aussi la liberté affective et les normes sociales. Et moi, c'est un film qui m'a plutôt déchiré le cœur. Donc voilà, je suis très très heureuse que vous soyez dans la salle pour le découvrir aujourd'hui. Je ne vais pas vous en dire plus parce qu'on aura le privilège de recevoir la réalisatrice Anna Cazenave-Cambé tout à l'heure pour en discuter avec vous. Mais juste avant ça, on a le plaisir d'avoir la productrice du film, Raphaël Deloche, qui est dans la salle, que je vous demande d'accueillir, s'il vous plaît. Bonsoir. Je suis très heureuse d'être là et très émue parce qu'en fait, c'est la dernière avant-première avant la sortie mercredi. En plus, devant une salle aussi comble. Donc la dernière avant-première, c'est-à-dire le film va sortir, il nous appartient plus, il va faire son chemin. Nous, ça fait 3 ans et demi qu'on travaille dessus avec mon associé producteur. Voilà, donc c'est la fin de ce long chemin, fait de haut, de bas, de grande joie, parce que le film a été effectivement à Cannes, mais dans beaucoup d'autres festivals. Il y a eu un parcours international vraiment très beau pour un deuxième film, parce que ce n'est que le deuxième film d'Anna Cazenave-Cambé. Et puis c'est un film pour moi particulièrement important. Moi j'étais très fan du livre. C'est pour ça qu'on avait voulu l'adapter au cinéma. Et c'est un film qui parle en fait du prix que ça coûte à une femme d'être libre, du prix que ça coûte dans cette société patriarcale de faire les choix, d'être au plus près de soi-même. Et c'est pour ça que c'est un film absolument nécessaire. Et puis vous le verrez aussi, c'est un très beau film de cinéma. Donc j'espère que vous passerez un très bon moment et on se retrouve après. Bonsoir. Je voudrais qu'on applaudisse des gens qui sont dans la salle, parce qu'il y a toute une partie de l'équipe. Si on pouvait vous lever, qu'on vous applaudisse, levez-vous, je vous vois. Et je vous présente Christy Babou, qui est le chef opérateur du film. Alors désolé, on n'a pas beaucoup de place pour les pieds, mais ça sera parfait comme ça. Je vais lancer l'échange très rapidement en posant la première question, mais après le but c'est vraiment que vous puissiez intervenir et que vous puissiez poser toutes les questions que vous avez envie de poser. Donc vous n'hésiterez surtout pas à lever la main, il y a un micro qui va circuler dans la salle pour vous. Donc Anna Cazenave-Cambé, merci infiniment d'être avec nous ce soir pour cette dernière avant-première avant la sortie du film. Je suis vraiment très heureuse que vous soyez là. Dans votre premier long métrage de L'Or pour les chiens, qui avait déjà été présenté à la semaine de la critique, qui avait été présenté à la semaine de la critique à Cannes en 2020, vous filmiez déjà d'une façon assez singulière l'errance d'un personnage féminin. Et vous aviez une façon aussi très particulière de filmer ses émotions et les corps. Ce que je voulais savoir, c'est peut-être... c'est des choses qu'on retrouve ici dans Love Me Tender. Et du coup, qu'est-ce qui vous intéresse dans ces films, dans ces histoires initiatiques et dans ces trajectoires féminines? Je pense que c'est toujours une histoire de rencontre avec le personnage.
Pour mon premier long, c'est un personnage que j'avais écrit toute seule, mais celui-là, il s'agit d'adaptation. Donc je ne sais pas ce qu'on vous a dit au début, mais c'est l'adaptation du roman. Vous m'entendez plus. C'est l'adaptation du roman de Constance Debré. Ça a été une rencontre très forte pour moi avec ce personnage dès la lecture. Je l'ai lu quand il est sorti en 2020. Mais je l'ai lu sans perspective comme ça d'adaptation. J'étais sur un autre projet et je faisais autre chose. Et 2 ans après, mes producteurs, Nouveau Prod Cinéma, qui sont au fond là-bas, sont venus me proposer de l'adapter. Et j'étais assez convaincue tout de suite que c'était un personnage que j'avais envie de porter à l'écran, que c'était une femme que j'avais encore jamais vue au cinéma. Et voilà, qu'il allait falloir la défendre, et la défendre au sens premier, parce que pour financer le film, il a fallu beaucoup la défendre. Voilà. Merci. Justement, Constance Debré, dont vous adaptez le roman, elle a dans son roman un style très sec, très rythmé, très radical aussi. Je voulais savoir comment est-ce que vous avez travaillé, vous, cette matière, et peut-être quelle liberté vous avez prise avec cette adaptation. Il y a 2 choses. Je savais tout de suite que je voulais garder le texte et l'avoir en voix off. J'avais une rencontre très forte avec le texte, avec la langue en fait de Constance, qui est une langue particulière que vous avez entendue dans toutes les voix off. Toutes les voix off sont vraiment les voix, enfin le texte lui-même. J'avais envie de garder ça. Il y a une fréquence comme ça dans sa façon d'écrire qui me parlait. Et puis à côté de ça, il fallait faire des choix de structure. Je tenais à ce qu'on reste collé à la durée du système judiciaire, au temps long, qui n'est pas celui de l'enfance, et qui vient entrer en friction comme ça entre ce qu'on raconte sur ce système judiciaire et sur le temps de l'enfance, enfin l'enfant qui grandit, quoi, et le temps qui passe. Donc ça, on savait assez vite que ça allait être l'ossature du film aussi, et que j'allais pas y toucher. Et autour de ça, il y avait toute la galerie de personnages, de ses amis, de ses relations romantiques à constituer. Et là, il y avait plus d'espace de liberté aussi. On a aussi fait autre chose, c'est que moi, j'ai tiré l'histoire au maximum vers le 20e arrondissement et le 19e, qui est le quartier où je vis et où on vit. Et où c'était aussi une façon d'ancrer l'histoire dans un décor qui nous intéressait à filmer, parce qu'il était vite question de s'éloigner d'un Paris qui aurait été le Paris de la rive gauche, et qui est le Paris qui est le plus filmé dans les films d'auteurs français. Voilà, moi j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de témoigner dans une autre partie de la ville. Merci. Vous avez évoqué justement le temps qui passe dans ce film que vous souhaiteriez mettre en évidence. On le voit notamment au travers du passage des saisons, et donc aussi au travers de la lumière qui accompagne tout le long du film. Donc Christy, j'avais une question sur vous, sur comment vous avez travaillé cette lumière qui joue sans cesse entre des moments justement de lumière et des moments d'ombre, et aussi des moments où la lumière elle est très douce et où elle accompagne le personnage, et puis il y a d'autres dans la paix intérieure peut-être qu'elle est en train de trouver, et à contrario, à des moments où la lumière elle est beaucoup plus froide et beaucoup plus... En fait, avec Thomas qui est dans la salle, chef électro, et Robin, et Anna et toute l'équipe, on a vraiment travaillé le film comme des respirations. C'est-à-dire qu'en fait, on passe du chaud au froid, mais aussi on passe de cadres plus larges et des cadres plus serrés. Et en fait, il fallait que ça suive les émotions du personnage. J'ai dit ça suive, t'imagines le stress. Ça suive. Donc voilà, vraiment des respirations. Typiquement, pour les scènes finales, par exemple, où on passe vraiment un moment dans l'hiver, on est plutôt dans le froid et plutôt avec des cadres serrés, pour qu'à la fin on retrouve une perspective avec des plans plus larges. En tout cas, vraiment, voilà, le film a été travaillé de cette manière-là. Je ne sais pas du tout si je réponds à la question. Ouais. Je précise qu'il y a à peu près toute l'équipe du chef opérateur dans la salle, c'est pour ça qu'il est un peu ému. C'est le moment où on montre enfin le film à toute l'équipe qui a participé à ces images, donc c'est un peu fort pour nous ce soir. On peut les applaudir d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut se lancer avec la première question du public ? Faut pas hésiter, parce qu'à la fin, vous voulez en poser plein de questions à ces films. Il y a un micro qui arrive.
film qui est très très proche du roman de Constance Debré, enfin je le trouve moi très proche, et je voudrais savoir pourquoi justement vous avez gardé le prénom de Paul et pas celui de Constance par exemple. C'est une super question parce qu'en fait le prénom de Paul c'est déjà un prénom qui est fictionnalisé. Et en fait si vous vous souvenez du roman, Constance n'utilise jamais son prénom parce qu'elle se nomme pas. Et donc son personnage est déjà fictionnalisé. Et moi quand je viens adapter le livre en film, j'ajoute une couche de fiction. Ce qui fait que le personnage le prénom de Paul, il était inventé, je pouvais le garder. Et je voulais pas utiliser le prénom de Constance parce qu'il n'était pas question pour moi de faire un biopic sur Constance Debré. À plein d'endroits, on est proche du livre, mais à plein d'autres, on s'en éloigne aussi. Et en tout cas, c'était important pour moi aussi de travailler avec cette matière qui est une matière de fiction. Mais par exemple, ces tatouages ne sont pas les mêmes. Il y a tout un tas d'indices qui racontent qu'on n'est pas au cœur de son histoire intime. Donc voilà. Est-ce qu'il y a une autre question dans la salle? Oui. Bonjour. Déjà, je voulais dire que le film était incroyable. Mais aussi, du coup, j'ai une question qui peut-être moins fun, je sais pas. Mais est-ce que vous pouvez nous parler parce que moi, je suis en études de cinéma. Parlez bien dans le micro. Pardon. Est-ce que vous pouvez nous parler plus de votre parcours, etc. Ouais, bien sûr. Moi, j'ai fait des études de photo en sortant du bac. Et après, j'ai fait la FEMIS en réalisation. Et en sortant de la FEMIS, j'ai fait mon premier long quasiment tout de suite en sortant. Ça, c'est pour mon parcours. Ouais, c'est intéressant parce que tout le monde, il y a plusieurs chefs de poste, tout le monde a des parcours très différents pour arriver là où ils sont aujourd'hui. En l'occurrence, c'est un mauvais exemple parce que Christian a fait la FEMIS. Mais avant d'autres choses. Non, moi c'est assez classique, j'ai fait des études de cinéma et de philosophie un petit peu. Et après, en effet, je suis rentré à la FEMIS comme honneur. Mais on ne s'est pas rencontré à la FEMIS. Mais je sais que, si vous voulez répondre, si d'autres personnes qui veulent répondre, vous avez des parcours différents. Je sais pas, je regarde Thomas, mais t'es pas obligé. Mais... Enfin, il y a des façons différentes d'en venir à faire des films dans cette équipe. Il se trouve que nous on a fait la FEMIS, on a ça en commun, mais c'est pas du tout le cas de toutes les personnes qui bossent sur le film. Qui veut le micro? Bonsoir et bravo pour ce film magnifique. Vous disiez que vous aviez eu du mal à trouver des financements, qu'il avait fallu défendre le projet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? En fait, on a eu du mal surtout face à certaines questions qui se posaient de manière un peu récurrente, qui étaient à l'endroit de l'amabilité du personnage, de l'empathie qu'on pouvait avoir avec elle. Et finalement, ce que ça soulevait systématiquement, c'était une posture à l'endroit du personnage féminin et pas du tout du personnage tout court. C'est-à-dire qu'on venait me demander pourquoi elle pleurait pas plus, pourquoi elle n'était pas plus volubile, pourquoi est-ce qu'elle faisait pas plus d'efforts envers certaines personnes qu'elle peut rencontrer, etc. Et assez vite, moi, je me suis rendu compte, et puis ça m'a, pour le coup, ça m'a fait me souvenir de quelque chose que j'avais vécu en scénario, en travaillant le scénario à la FEMIS, c'est-à-dire que très tôt, en deuxième année, j'avais commencé à écrire une histoire qui n'était pas autant sur une mauvaise mère, mais en tout cas, l'intervenant était venu me voir pour me dire tout de suite attention, il faut surtout pas écrire une mauvaise mère, c'est infinançable, ne te lance pas là-dedans. Et à l'époque, moi j'étais un peu circonspecte, quoi. Enfin, je démarrais juste mes études, je me disais, j'écris bien ce que je veux, quoi, quand même. Sauf que en fait, il avait pas tout à fait tort, c'est-à-dire c'était plutôt une sorte de warning pour pas que je me lance dans un truc très compliqué. Puisque finalement, 10 ans plus tard, je me suis retrouvée à défendre ce personnage de Clémence et à faire face à des discussions qui étaient morales, en fait, qui étaient à l'endroit de la moralité et pas vraiment du scénario, pas vraiment de la mise en scène. C'était difficile, par exemple, de recadrer la discussion sur la mise en scène plus que sur l'éthique de mon personnage. Et souvent, on me demande si c'est plus facile aujourd'hui ou si ça l'est moins, à l'endroit des personnages queer, à l'endroit d'un cinéma qui pourrait être qualifié de féministe ou je sais pas. Moi, j'ai pas l'impression que ce soit plus simple aujourd'hui. J'ai même l'impression qu'aujourd'hui, on s'autorise, y compris dans des milieux qui se disent culturels,
et possiblement de gauche à dire des choses qui sont en fait franchement homophobes et misogynes, quoi. Donc ça nous on l'a traversé à certains endroits, à d'autres on a été soutenus tout de suite. Mais c'était intéressant de se dire ça. Et je pense de trahir personne en disant que avec Nicolas et Raphaël, qui sont les producteurs, quand on a lancé ce travail, on était convaincus que ça allait être simple parce qu'on était convaincus que tout le monde aurait envie qu'on adapte ce livre. Et finalement, ça a été assez étonnant comme parcours. Mais c'est le propre de tout personnage féminin, pas particulièrement dans la bienveillance, dans la douceur, dans la rondeur. En fait, c'est quelque chose qui nous parvient à chaque fois qu'on essaye d'écrire ce type de personnage. C'est un peu pour rester dans la lignée de ce que tu as dit. Est-ce que tu pourrais un petit peu nous dire comment tu as travaillé avec Vicky Krieps? Parce que je trouve qu'il y a vraiment il y a beaucoup d'intensité, de variété, de rupture, de couleurs, de jeux très 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 différentes et pas toujours là où en tout cas on peut avoir des surprises pendant le film. Et donc j'aimerais bien que tu nous expliques un peu comment vous avez travaillé ensemble. Ça a été à la fois un travail très... En fait, en amont, on n'a eu aucun temps pour travailler, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de répétition, il n'y a pas eu de travail avant le tournage, parce que Vicky ne pouvait pas, parce qu'elle tournait tout le temps et loin, en fait, au Japon notamment. Et donc ça rendait les choses pas simples. Ça s'est fait en 2 temps. Ce qu'on a fait, et qui je pense nous a fait gagner beaucoup de temps, c'est que en amont du tournage, les 4 jours avant le tournage, on a passé une demi-journée en studio d'enregistrement et on a enregistré toutes les voix off, celles que vous entendez et d'autres. On avait assez conscience que mon monteur, Joris Laquitan, allait devoir travailler un peu avant que moi j'arrive au montage et que donc très tôt il aurait besoin des voix off pour pouvoir structurer le début du travail. Et au lieu de lui filer des voix off que j'aurais enregistrées moi, un peu comme ça, en voix témoin, on s'est dit que c'était intéressant comme matériel de l'avoir très tôt. Et au départ, c'est venu de là, mais finalement, quand je me suis retrouvée en studio avec Vicky toute la journée, ça a été vraiment le début de notre travail. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en traversant le film, à travers ces voix off, on commençait vraiment à entrer dans le dur de qu'est-ce que c'était le personnage, comment on allait fabriquer, qu'est-ce que moi j'attendais. On a cherché la couleur de cette voix off qui est particulière, qui est assez, qui est très, très peu... il y a très peu d'emphase, il y a des choses comme ça d'un peu droit. Ça par exemple c'est quelque chose qui l'a surprise sur le moment et puis ça nous a servi de matière de départ pour travailler. Et après sur le tournage ça a été vraiment oui on est venu sculpter au plus près séquence après séquence mais prise après prise ce qu'on essayait de chercher d'un point de vue de l'émotion, parce que moi j'avais conscience que après en montage on allait pouvoir comme ça travailler sur les curseurs et avoir à chaque séquence une proposition, des propositions en fait de où elle en est, où est-ce qu'elle se trouve à l'endroit de l'émotion, parce que pour en revenir à ce que je disais tout à l'heure, je savais que ça n'allait pas être un personnage qui serait particulièrement explosif ou en dehors d'elle-même, mais que donc il allait falloir trouver des leviers pour que les spectateurs vous ressentiez où est-ce qu'elle se trouve en fait, à quel endroit de son émotion elle est. Et donc ça a été vraiment de la sculpture. Et c'est une comédienne qui permet de faire ça parce que c'est une immense comédienne et qu'on peut venir travailler comme ça très précisément ce qu'on cherche. Mais il fallait être endurant pour tout le monde. Ouais. Puis elle connaissait toutes les voix off par cœur sur le plateau. C'est-à-dire qu'au niveau des actions, elle connaissait vraiment. Il y a une scène, à un moment, on est chez le père, il y a un dézoom comme ça, très lent. Et sur la lettre, ouais. Et pour vous dire, moi je pensais qu'elle avait une oreillette à chaque fois qu'elle réagissait. Et j'ai appris au bout d'un moment qu'en fait elle n'avait pas du tout d'oreillette, elle connaissait vraiment les voix off, mais par cœur, à la virgule près, c'était assez impressionnant. Qui veut la parole? Oui, le micro arrive. Bonsoir. Je vous vois pas. Bonsoir. Merci pour votre film que j'ai trouvé extrêmement émouvant et vraiment très bien rythmé. Moi, j'avais une question surtout par rapport à la sortie de La Petite Dernière et des Preuves d'amour, où on revoit dans votre film Monia Chokri.
et Park Jin-mi. Et je voulais savoir si c'était un hasard que vous les aviez choisis toutes les deux, comme elles apparaissent aussi dans les deux autres films lesbiens qui sont sortis cette année, même s'ils ne sont pas comparables et ils sont très différents. C'est une question c'est une question qui me revient souvent, évidemment, puisque là, on est sur les 3 derniers mois d'exploitation de ces 3 films. Alors, il y a plusieurs choses. Je pense que c'est quelque chose qu'on ne met pas en avant chez des comédiennes qui sont dans tous les films hétéros qui sortent, par exemple. Et c'est vrai que là, il se trouve que... Alors, moi, je ne savais pas. Enfin, c'est-à-dire, Jimin, je savais, mais je ne savais pas à quel point son rôle était important chez Asia. Et le rôle a changé en cours de route chez Asia, de la même manière qu'il a changé chez moi. Donc on s'est lancé en sachant ça et en se disant bon, on s'en fiche, que tu sois sur les deux, c'est ok. Monia, c'est plus étonnant que ça encore, parce qu'elle est chez Alice, mais elle est aussi chez Nathan Ambrosioni. Je crois qu'elle fait un petit rôle. Mais là, c'est un hasard du calendrier, parce qu'en fait, les comédiens, les comédiennes, souvent, ils acceptent des choses en se disant bon, bah voilà, ça va s'échelonner sur la durée. Et il se trouve que les films en général sont souvent reportés de quelques mois, parfois d'une année. Et donc voilà, je pense que Monia a accepté des rôles en se disant de toute façon ce sera éparse sur le temps, et finalement ça trouvait à tout sortir en même temps. Ça s'est passé comme ça. Mais il y a aussi, et ça c'est quelque chose qu'une spectatrice avait pointé du doigt une fois, le fait que toutes les comédiennes et les comédiens n'acceptent pas de jouer des personnages queer. Et que ça c'est quelque chose qui est encore réel au cinéma. Et donc, peut-être qu'instinctivement, on sait aussi avec qui on a envie de travailler parce qu'elles viennent représenter aussi des choses qui nous intéressent. Voilà, c'est un petit mélange. Je pense qu'à ça vient s'ajouter le fait que, pour des raisons que je trouve moi un petit peu dommage pour nos 4 films, en fait, les journalistes et les critiques se sont emparés de ce truc des Cannes, comme quoi on avait nos films tous dans le même sac. Qui parlaient tous plus ou moins du même sujet, ce qui n'est pas vrai du tout. Et tu l'as dit d'ailleurs, en fait, moi j'ai la sensation qu'on a fait des films très différents. Mais il y a ce truc là comme ça qui tourne en boucle sur le fait que nos films ont les mêmes acteurs, les mêmes actrices, et que c'est des 3 films lesbiens, et que bon voilà. Moi je trouve ça un peu fatigant parce que j'ai l'impression d'être cinéaste et pas d'être cinéaste dans une case qui serait n'importe quelle case d'ailleurs. En fait, ça m'intéresse pas trop. Mais ça intéresse les journalistes parce que ça fait des accroches pour des articles, quoi, voilà. Donc je pense que c'est ça un peu l'explication. Si c'est pas très intéressant de mettre tous vos films dans la même case, par contre, ce qui est intéressant, je trouve, en tant que spectateur et spectatrice, c'est d'avoir enfin sur nos écrans des représentations d'amour lesbien qui soient un peu complexes et qui sortent des personnes pas forcément très intéressantes avec lesquelles on a pu grandir. Et donc ça, c'est quand même le point positif. Et moi, je voulais peut-être savoir si pour vous, justement, il y avait un enjeu politique aussi à présenter cet amour lesbien, qui n'est pas le cœur du sujet de votre film, mais qui, au final, est le point déclencheur de la situation dans laquelle Vicky Krieps se trouve. Oui, mais c'est sûr, mais faire du cinéma, c'est politique. Espérer encore des salles pleines comme celle-là ce soir, c'est politique. C'est-à-dire avoir confiance dans le temps long d'un récit. Faire un film de 2h13 aujourd'hui, c'est politique. En fait, il y a tout un tas d'endroits dans le film qui sont politiques. Sur le personnage, moi, je m'intéresse depuis l'école à la question du genre, de l'identité. Ça a toujours été l'endroit où je travaille, pour tout un tas de raisons qui me sont personnelles, mais j'ai toujours eu conscience que ça nous mettait, il y a toujours des questionnements autour de ça, sur comment on fait pour être dans le cinéma et pas dans un cinéma militant, par exemple, qui a toutes les raisons d'exister, qui doit exister, mais qui n'est pas l'endroit d'où moi j'essaye de travailler. Et je pense que la réussite pour moi, c'est d'arriver à faire des films qui font entrer en salle des gens qui ne sont pas forcément à la base intéressés par ces questions, parce qu'alors le dialogue commence. Et ça c'est important pour moi. Et finalement, faire des films d'auteur dans les budgets dans lesquels on les fait, en tant que femme réalisatrice, je rappelle juste c'est intéressant, cette année on est 24% de femmes réalisatrices à avoir fait des films, c'est-à-dire c'est même pas un cas, c'est même pas un cas.
Donc c'est drôle parce qu'on a eu de la place dans les médias pour dire nos 3-4 films lesbiens, nos 3 films lesbiens. En fait, on est un quart de... Donc ça me semble être un sujet intéressant, ce qui fait que du coup mon métier est politique, puisque visiblement je fais un métier d'homme aussi, quoi. Donc il y a plein de degrés pour dire que oui, que c'est politique. Après, il y a un dernier truc, c'est que moi je suis d'une génération où je vais faire de la mauvaise presse peut-être pour en filmer. Je suis d'une génération, je suis rentrée à la Fémis en fait juste après la vie d'Adèle. Bon bah ça pouvait pas rester comme ça, et je pense que ça nous a pris 10 ans pour faire des films, pour dire que ça pouvait pas rester comme ça, et qu'en fait il fallait qu'on soit en mesure de raconter nos histoires en posant nos regards, parce que le porno ça existe et c'est autre chose, c'est pas notre métier. Voilà. On a encore une ou deux questions dans la salle. Bonsoir. Déjà, bravo, j'ai trouvé ça vraiment magnifique. Et je me permets de vous poser la question sur comment vous avez travaillé justement ce personnage qui, comme vous l'évoquiez, pouvait être client au niveau des financements, etc. Et comment vous l'avez travaillé du début à la fin pour arriver à quelque chose qui est aussi juste et beau. C'est un personnage que j'aimais très fort dès la lecture. Et je pense que ça, c'est un endroit de travail. Souvent, on dit que le film est plus doux que le texte de référence. Moi, ça, je ne sais plus parce que c'est devenu une forme hybride un peu étrange comme ça dans ma tête. Mais ce qui est vrai, c'est que moi, j'ai une rencontre avec ce personnage dès la lecture qui est très forte, qui est un truc d'amour, de compréhension, et de... Oui, puis une envie aussi J'y voyais l'héroïne que ça pouvait être, à quel endroit elle pouvait être iconique, comment on en faisait une héroïne de cinéma aussi, parce qu'il s'agit de ça aussi en dehors de la question politique, de ce qu'elle est au film. Donc je pense que c'est venu assez vite, à partir du moment où Raphaël Nicolas m'a proposé l'adaptation. Moi, j'ai jamais eu cette phase où je me disais comment on fait pour transformer ce texte en un objet de cinéma, parce que je voyais en quoi elle était un personnage de cinéma. Et après, la fabrication, c'est à tous les postes, parce qu'en fait, on fabrique qui elle est par ses costumes. C'est un gros travail de costume en amont, de vestiaire. Qu'est-ce qu'on va venir raconter sur elle, comment son vestiaire se transforme au fur et à mesure du film. Mais on l'accompagne aussi au décor, on l'accompagne un peu partout, à l'image, à la lumière. On avait comme guide le fait que moi je voulais qu'on la filme comme un cow-boy, et que je voulais qu'on ait cette idée comme ça, tout le temps un peu en nous, du Lonesome Cowboy, et de comment la présenter. Peut-être que tu veux parler de la scène, de la première scène avec la cigarette, de comment on l'a fabriquée globalement, comment on fabriquait les séquences autour d'elle. Je peux le faire en image. Si tu veux, parce que j'allais répéter exactement ce que tu venais de dire sur le cowboy solitaire. Donc, non, mais sur la séquence où elle rentre dans la cigarette, Bon, enfin, on avait en tête comme ça, donc on la découvre comme ça à la piscine, elle nage, etc. Et puis on voit son visage. Il y a tout un travail aussi sur le film où on essaye de frustrer comme ça les endroits où est-ce qu'on voit le visage de l'enfant, est-ce qu'on le voit pas, est-ce qu'on va le voir ou finalement on le voit pas. Et pareil sur le visage de Vicky, je voulais que le moment où elle rentre vraiment dans le plan, ce soit un moment où on se dise ah ok, qu'on puisse être vraiment à l'endroit du cinéma et pour le coup de l'histoire du cinéma, de comment elle entre dans le plan. Et elle entre dans le plan avec sa cigarette sur le côté comme ça, bois de cave. Et là, nous, on se disait, ok, et moi je lui disais d'ailleurs, en fait, t'es Brad Pitt. T'es pas, je sais pas quelle actrice auquel tu pourrais te référer. Là, l'important pour moi, c'est que tu sois Brad Pitt. J'ai pas une fixette sur Brad Pitt, mais ce que je veux dire, c'est qu'on l'a toujours filmé comme l'icône qu'il est toujours aujourd'hui au cinéma, qu'il a été chez Tarantino tardivement récemment. C'est que je voulais comme ça qu'elle ait en elle cette idée que je n'allais pas la filmer à l'endroit de l'iconisation, de la fétichisation des corps des femmes habituels. Et ça, c'est quelque chose qui nous a guidés tout le long. Par exemple, dans le film, la sensualité entre elle et ses partenaires, elle passe beaucoup par les mains, elle passe aussi beaucoup par les dos. Et les dos, c'est quelque chose que... moi, je suis par exemple, absolument obsédée par Beau Travail de Claire Denis, qui pour moi est un des films qui filme le mieux les corps des hommes et les dos. Et j'avais envie que le désir et que, en tout cas, l'érotisme puisse passer par les dos.
Donc on a fabriqué comme ça à tous nos postes ce regard qu'on pose sur elle et à quel endroit on est dans la puissance et à quel moment elle est dans la fragilité et comment on est tout le temps un peu sur le fil comme ça. Est-ce qu'il y a encore une question dans la salle? Oui. Bonsoir. J'ai trouvé que malgré le peu de scènes qu'il y a entre du coup, la mère et le fils, c'était une relation qui ressortait vraiment de manière très forte à l'écran. Du coup, je voulais savoir comment vous avez travaillé justement avec Vicky Krieps et l'acteur de Paul. Il y a Vigo au fond de la salle qui est peut-être Paul s'il a envie de venir. Tu veux venir, Vigo? Tu peux? On l'applaudit. Je ne sais pas si tu as envie de parler de... Tu peux peut-être parler après des scènes, si tu veux. Peut-être vous dire que c'est un casting qui a été long quand on cherchait Paul, parce que c'était important pour moi de trouver un enfant qui ait envie, lui, de jouer. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment trouvé chez toi. On a eu une confirmation très tôt aussi que c'était pas un enfant qui était poussé par ses parents, mais vraiment un enfant accompagné par ses parents. Ça paraît pas grand-chose, mais on reçoit en casting beaucoup d'enfants qui viennent là parce que leurs parents sont obsédés à l'idée qu'ils jouent. Et c'est douloureux pour tout le monde. Et enfin, vraiment, si autour de vous, vous avez des gens dans cette énergie-là, peut-être c'est bien d'en parler parce que ça fait des moments de casting qui sont durs pour les enfants, qui sont durs pour nous. Et là, en l'occurrence, il y avait zéro doute sur le fait que Vigo était un grand acteur déjà en casting. Et après, on a fait en sorte que tu sois accompagnée par Violette Giton, qui est la coach enfant sur notre plateau, qui était tout le temps avec Vigo. Peut-être tu veux raconter un peu comment on travaillait avec le truc de la ceinture et tout ce qu'elle a, tu sais, comme outil, si tu veux. Je peux dire ce que tu veux. Déjà, Violette, du coup, la coach, était incroyable. C'est trop sympa. Et elle avait beaucoup d'outils pour le jeu. Par exemple, elle avait un espèce de curseur de thermomètre avec une petite flèche qui indiquait le degré de l'émotion. Et c'est simple, mais c'est quand même très très utile. Quand on se retrouve avec une émotion, c'est hyper pratique d'avoir un repère visuel sur, par exemple, sur le thermomètre pour avoir l'intensité de son émotion. Ça aide, moi je trouve que ça m'a beaucoup aidé. C'était un outil, on ne s'en est pas beaucoup servi, mais quand on s'en servi, quand on s'en est servi, ça a très très bien marché. Voilà. Je disais que sur l'émotion dans la relation mère-fils, le défi pour nous au départ, c'était qu'on découvre l'enfant pour la première fois tardivement dans le film. Et qu'en fait, il fasse une apparition d'abord par le son, que ça aille crescendo, elle annonce d'abord à la piscine, l'apparition par le son, et tout ça fait que quand il apparaît, pour nous, le but, c'était qu'on soit saisi par la même émotion qu'elle ressent, c'est-à-dire qu'on le découvre, en fait, nous, pour la première fois. Non, voilà, c'est tout ce que j'avais. Est-ce qu'il y a une dernière question dans la salle? Ouais. Bonsoir. Oui, j'ai une question sur le système judiciaire. Est-ce qu'il y a eu des pré-réactions de représentants du système judiciaire, que ce soit au niveau des avocats, voire de la police, quand ils reçoivent une main courante de ce type? En tout cas, est-ce qu'il y a quelque chose qui a déjà transpiré, voire eu des réactions concrètes, s'il vous plaît? Vous voulez dire en débat, enfin post-visionnage du film? Déjà, j'ai eu beaucoup de réactions de personnes qui sont éducateurs spécialisés ou qui travaillent dans les endroits de médiation. Je viens moi-même d'une famille en fait d'éducateurs spécialisés, ce qui fait que j'ai baigné dans toutes ces questions, je pense, toute mon enfance, mon adolescence. Et ça, en débat, en général, quand il y a des personnes de ces corps de métier dans la salle, ils prennent la parole pour dire à quel point ils se sentent enlisés dans les mêmes questions à l'endroit de leur travail.
J'ai pas encore vu de policiers dans les projets. Ou alors ils n'ont pas pris la parole peut-être. Et pour ce qui est vraiment du déroulé du procès, on est vraiment collé au texte de Constance qui lui-même, et je lui fais confiance en tant qu'avocate, est collé vraiment de manière très stricte au déroulé de ce qu'elle a vécu, parce que justement dans le texte en fait il y a une rigueur à s'appliquer à dérouler le temps, à préciser combien de temps passe, à préciser entre deux rendez-vous combien de temps il y a. Et donc ça c'est aussi pour ça que moi je tenais à le respecter, parce que je voulais pas me retrouver dans une interprétation. Pour le coup là c'était pas un endroit de fiction pour moi, c'était important qu'on reste collé à la réalité de ce qui leur arrive. Et après dans le travail du scénario, j'ai aussi beaucoup parlé avec des parents séparés et avec une personne notamment qui allait comme ça, qui faisait des allers-retours dans les pôles médiation et qui est venue aussi se faire le relais d'un truc pour moi me rassurer en endroit de on est vraiment traduit ce qui se passe de manière plus réaliste. Même si après on a eu tout un travail à la fabrication, et là je pense aussi au décor, à la lumière, et on a eu tout un travail pour se poser la question de comment retranscrire ces espaces, c'est-à-dire je cherchais à ce qu'on bascule pas dans un film qui devienne un pur film social, mais qu'on reste très concentré effectivement sur le lien entre Paul et Clémence, et que la partie documentaire, témoignage prenne pas le relais. Et donc ça nous a posé plein de questions sur comment fabriquer ça, comment fabriquer la bulle, comment travailler aussi autour du motif, de l'idée qu'ils sont enfermés. Vigo à un moment a cette réplique où il dit qu'est-ce qu'on ferait si on était dehors. Et ça c'est un motif qui se répète tout le film. Elle écrit sur les murs comme si elle était en prison. Ils se parlent du temps qu'ils ont sur des permissions de sortie. Donc ça aussi ça venait travailler comme ça l'idée d'enfermement. Même tout le travail sur Vicky Krieps et sur sa personnalité, la manière dont elle nage dans des couloirs de piscine qui sont très délimités. Il y a plein de choses aussi sur la manière de filmer ce personnage qui montre qu'en fait tout en elle est une prison intérieure. C'est trop beau. Pour conclure, il n'y a plus de questions, non? Ok, peut-être alors juste dire un dernier mot sur la toute fin du film, sur Vicky Krieps à vélo comme ça, qui en même temps laisse un peu le spectateur en larmes à la fin, mais qui est aussi, qui montre aussi, je pense, de l'espoir, parce que je pense que c'est ça que vous avez voulu montrer sur ce personnage. C'est une porte ouverte sur le futur et sur. Vous pensez qu'elle va aller bien, cette femme? Moi, je pense en tout cas qu'elle fait quelque chose que j'ai trouvé très puissant et qui m'avait fait du bien à la lecture en tant que jeune maman à l'époque. C'est qu'elle remet l'enfant à l'endroit de l'individu et elle sort d'une chosification qui dure des années et qui, par ailleurs, est un peu quelque chose qu'on fait toutes et tous avec nos enfants. C'est-à-dire elle lui rend sa position de personne. Et moi, c'est quelque chose qui m'avait bouleversée, qui m'avait donné beaucoup de force et beaucoup de clés aussi sur ma parentalité. C'est-à-dire de pouvoir à un moment dire que quand il sera adolescent et qu'il sera de nouveau en mesure de choisir pour lui-même un peu plus, alors elle lui fait toute confiance pour faire d'autres choix. Et je trouvais que c'était un cadeau extrêmement lumineux et joyeux même. Moi, cette fin, elle me touche très fort et elle me touche à cet endroit-là, de pouvoir donner de l'espace à son enfant pour être quelqu'un, et qu'il ne soit pas cette espèce de chimère, de fusion d'identité, quoi. Je trouvais ça très beau. Merci. Merci à tous les trois d'avoir été venus ça. Merci aussi à Carmen, le distributeur du film, à Mirana qui est dans la salle. Merci aux producteurs Raphaël Deloche et Nicolas Sansfaute. Et pour tout le monde, s'il vous plaît, le film sort mercredi. Il est entre vos mains maintenant, alors parlez-en autour de vous, s'il vous plaît. Merci beaucoup.